Bonjour tout le monde, donc nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue à ce webinaire autour du développement fournisseur. Je me présente très rapidement. Mouma El Fassi, en charge des activités de développement fournisseur et maturité industrielle d'Axence BTE. Mais bien entendu, j'ai d'autres casquettes au sein du cabinet que je ne vais pas trop détailler, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire qu'en effet, je suis formateur, auditeur et coach sur certains sujets que l'on va aborder tout au long de ce webinaire. Quelques règles de gestion de ce webinaire très rapides. Vous serez en mute tout au long de la séance. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez l'onglet que vous avez normalement soit en haut, soit en bas, questions et réponses. Et bien sûr, je tenterai de répondre à toutes vos questions. Et si, bien entendu, par manque de temps, je n'ai pas répondu à vos questions, je reviendrai vers vous par mail directement. Dernier petit point, s'il vous plaît, n'utilisez pas le chat que vous avez également pendant le webinaire parce que tout simplement, je ne le regarderai pas. On va plus se focaliser sur l'onglet questions et réponses. Merci et enjoy. Quelques mots à propos d'Axence BTE pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un cabinet en fait de conseil spécialisé en excellence opérationnelle. On accompagne en fait un certain nombre de nos clients dans le conseil, dans la formation, l'audit, le coaching, le management de transition, mais également l'innovation. On a en fait deux particularités, en plus du fait qu'on soit un cabinet de conseil, on est également un organisme de formation et on a aussi également une particularité, c'est notre business unit qu'on appelle innovation autour de la recherche et méthode sur des sujets de type résolution de problèmes. Axence BTE, c'est 3 bureaux. On a un bureau à Paris et à Lyon. Et notre siège social est à Toulouse. Axence BTE, c'est 30 consultants, formateurs et auditeurs venant un peu du monde entier. On a 10 nationalités chez Axence BTE. On a bien sûr chinois, anglais, russe, allemand, américain, marocain, irlandais, etc. Donc, c'est ce qui fait une de nos forces, c'est notre melting pot, plutôt, ou également melting pot. Et c'est enrichissant pour tout le monde, pour que ce soit professionnellement ou personnellement. Nos certifications et affiliations sont diverses et variées. Bien entendu, on est ISO 9001, la dernière version, la version 2015. On est également certifié Calliope pour nos actions de formation. On a un partenariat avec le Demand Driven Institute et l'APIX, qui nous permet en fait de délivrer un certain nombre de formations autour d'une méthode qui s'appelle le DDMRP, Demand Driven MRP. Je peux vous en expliquer en quelques mots plus tard, mais ce n'est pas le but de ce webinaire. On a également un partenariat avec l'Université du Lean Six Sigma, qui nous permet également de livrer des formations de type Green Belt Six Sigma et Black Belt Six Sigma. Et bien entendu, nos auditeurs sont certifiés IRCA, International Register Certified Auditor, qui est le registre en gros international des auditeurs certifiés. On accompagne nos clients sur différentes choses, sur la qualité et l'amélioration continue, sur la supply chain, le domaine de la supply chain, sur le domaine de la logistique et le transport, sur les méthodes industrielles, d'où le BTE, et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le développement fournisseur et la maturité industrielle. Donc là, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, ce que je vais vous expliquer rapidement, en fait, c'est les quelques bonnes pratiques qu'on a pu récupérer et que l'on déploie régulièrement chez nos clients, assez régulièrement. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de vivre un changement assez conséquent. Avec le risque sanitaire, on est en train de vivre. Donc je pense que vous l'avez tous compris, je parle du Covid-19. Donc une maîtrise de la supply chain est encore plus d'actualité aujourd'hui. Les contraintes qu'on peut avoir sont multiples, elles sont variées, mais les contraintes que l'on peut rencontrer et qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre qu'on rencontre sont énormissimes, de par l'impact du Covid. Ça peut être l'arrêt d'un fournisseur majeur, l'interruption ou le défaut de performance d'au moins un maillon de leur supply chain, des défauts qualité, des erreurs de planification, des problèmes de sourcing des fournisseurs, et tant. Donc pour être, bien entendu, sur tous les fronts à la fois,
les entreprises, elles ont complètement intérêt de passer d'un mode réactif, correctif, à un mode préventif, anticipé, être plus dans l'anticipation. Je vais donc vous exposer ici quelques bonnes pratiques pour mieux maîtriser sa supply chain grâce au développement fournisseur. Pour commencer, j'aime bien montrer cette petite image, ce qu'on appelle l'effet iceberg. Ce que l'on voit aujourd'hui peut disséminer d'autres aspects un peu plus conséquents dans le champ et à une échelle un peu plus élevée. Donc, ce que vous avez en haut, c'est le client. Ce que vous avez en bas, c'est le fournisseur. Rappelez-vous le Titanic. Titanic, malheureusement, il a coulé. Et bien, c'est la même chose. On a ce qu'on a chez le client, ce qu'on voit chez le client, mais quand on creuse un peu, on voit ce qui se passe chez les fournisseurs. Donc, prenez le cas des non-conformités détectées chez nos clients. Ben, ça peut potentiellement être dû à des problématiques plus conséquentes chez les fournisseurs, processus instable, non-maîtrise de la qualité, pas de contrôle robuste. Et donc, il faut clairement lancer une approche plus structurée pour, réduire, et deux, surtout, éliminer les risques associés, mais chez nos fournisseurs. Et là, si vous aviez la possibilité de parler, parce que je vous ai mis en mute, vous allez me dire, eh bien comment? Ce que je vais vous expliquer, en fait, provient des bonnes pratiques sur la base de nos retours d'expérience, sur la base du terrain, donc les retours d'expérience qu'on a vécu sur le terrain, c'est, on va dire, vingtaine dernières années. En fait, notre travail de tous les jours, pour ce qu'on va faire, notre travail de tous les jours est de gérer la relation client-fournisseur et donc de développer la supply chain de nos clients. Au vu de notre expérience et des multiples échanges qu'on a pu avoir avec les différents industriels, eh bien, 5 fondamentaux ressortent systématiquement. C'est ce que vous avez devant vous. On a un référentiel. C'est ce que vous avez en haut sur le toit. D'accord? C'est le référentiel. Ça représente quoi? Ben, ça représente la structure. Rappelez-vous, un référentiel, c'est la structure. Ensuite, on a 3 piliers. Donc, la structure est soutenue par 3 piliers. La sélection, qui, bien entendu, doit être robuste. Les risques, donc il faut gérer ces risques, mais de façon proactive. La gestion, à proprement parler, il faut qu'elle soit transparente et détaillée. Et j'insiste sur ces deux mots, transparente et détaillée. Et ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus. Aujourd'hui, c'est très simple. Il faut changer notre façon de faire. D'accord? Et pour ce faire, vous avez ce qu'on appelle la fondation. La fondation de la maison, c'est ce que vous avez en dessous. C'est l'accompagnement. Le fournisseur est un partenaire. Il fait partie de la stratégie d'entreprise, donc l'accompagnement est primordial. Et donc, c'est l'accompagnement qui va soutenir les piliers, qui va soutenir la structure. Donc, c'est ce qui soutient complètement la maison. Ce n'est pas la maison qualité, peut-être que vous connaissez déjà la fameuse maison qualité, avec les outils Lean et les outils qualité. Ici, on appelle ça la maison du développement fournisseur. D'accord? Donc, un référentiel. Là, je vais vous expliquer clairement ce qu'il y a derrière la maison du développement fournisseur. Donc, un référentiel, pardon. Pourquoi avoir un référentiel unique? L'idée ici, c'est de regrouper en fait toutes les exigences et les attentes des clients. Si on se positionne du côté du fournisseur, ça va permettre d'éviter que les exigences viennent des différentes sources, des différents départements, qu'elles se rajoutent au fur et à mesure du projet. Et c'est arrivé, on l'a vécu plusieurs fois. Mes collègues le vivent toujours. Donc l'idée ici, c'est de sécuriser cette partie. Si on se positionne encore du côté du fournisseur, ça permet aussi d'éviter qu'elles ne soient pas définies en début de projet, ces fameuses exigences. Mais également pour les fournisseurs, parfois, il est difficile de comprendre les exigences qui lui ont été cascadées, les exigences qu'ils ont reçues. D'accord? Si on se positionne du côté du client, ça va permettre d'éviter que le fournisseur n'ait pas de visibilité des exigences à déployer. Mais quand? Dès le lancement du projet. L'idée ici, c'est de s'assurer que le planning soit maintenu.
de s'assurer qu'il y ait une bonne préparation des livrables en amont, que la maturité soit intégrée au plus tôt. Et le plus important, s'assurer qu'on parle le même langage et d'avoir la même compréhension et interprétation des exigences. Et puis, d'un référentiel. Donc l'idée ici, eh ben, c'est d'avoir un plan de transformation pour avoir un référentiel unique, qui va regrouper les exigences des différents départements, les standards internationaux, les méthodes internationales qui ont déjà prouvé leur efficacité, telles que l'APQP, Advanced Product Quality Planning, planification anticipée de la qualité du produit. C'est une des méthodes qui a révolutionné le monde industriel automobile et qui a également révolutionné le monde aérospatial. Cette méthode a déjà prouvé son efficacité. On se lance. Mais on va également récupérer ce qui existe déjà. On ne part pas de zéro. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont déjà des procédures internes. Les entreprises, elles ont des référentiels. Elles utilisent des standards. Elles ont déjà des exigences qui ont été cascadées. Et bien, tout ça, on va le prendre, on va le mixer et on va créer un référentiel unique, compréhensible par tout le monde. Et là, on pourra en effet commencer à lancer les autres piliers. Et là, c'est ce qu'on appelle la cascade des exigences structurées. C'est une première étape. Rappelez-vous, on avait dit que le référentiel, c'est la structure. D'accord? Et il est soutenu par 3 piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle la sélection. Mais ça veut dire quoi la sélection? Ça va regrouper 3 choses. Un processus de sélection, très bien, mais pas que. Ça va prendre en compte la cascade des exigences sur la base du référentiel. Et le plus important, il faut s'assurer et vérifier que les fournisseurs ont compris ce qui a été cascadé. Donc, dans le processus de sélection des fournisseurs, bien sûr, pour qu'il soit robuste, il faut avoir des critères pertinents. Donc, de type coût, performance technique, performance qualité-délai, évaluation de la maturité industrielle, qui est une évaluation que j'utilise régulièrement. Les certifications, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc., etc. La localisation. Et ce dernier point, on est en train de vivre complètement en ce moment. La localisation. C'est très simple. La localisation, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, pendant le confinement, on a eu quelques petits soucis. D'accord? Des soucis de gestion des appros, des soucis de commande. Et bien là, c'était complètement dû aux critères de localisation. Où se trouvait clairement notre fournisseur? Est-ce qu'il était en Chine? Est-ce qu'il était aux États-Unis? Est-ce qu'il était juste à côté des Chinois? Etc., etc. Donc c'est un des critères majeurs, la localisation. Le deuxième point de la sélection, c'est que l'analyse soit faite par une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, c'est très bien, on va avoir l'acheteur est impliqué, l'acheteur est responsable. Par contre, il faut impliquer les gens de la qualité, les gens de la logistique, les gens du projet, de la supply chain. Il faut que la décision et que la prise de décision soit commune. C'est essentiel à la sélection du fournisseur. Et derrière, bien sûr, il faut avoir un rapport de sélection pour enregistrer les résultats obtenus, garder une trace et standardiser les rapports qu'on est en train d'utiliser. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir shortlister et pouvoir derrière savoir comparer les fournisseurs entre eux sur une base standard, une base, on va dire, robuste. Ensuite, ça c'est le processus. Ensuite, on va cascader les exigences aux fournisseurs, puis le plus important, on va vérifier par des revues contractuelles, des échanges réguliers lors de réunions d'avancement, que les exigences sont correctement interprétées. Et c'est là le but, c'est l'interprétation. Si une exigence n'est pas claire, elle est interprétable. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si derrière elle est interprétable, potentiellement, on n'a pas réellement compris comment la déployer. Et c'est là où notre travail est important dans la collaboration avec les fournisseurs, par le développement fournisseur. D'accord? Deuxième pilier, l'analyse de risque.
Là, il est primordial, clairement, d'avoir une analyse de risque potentielle, mais également une analyse de risque avérée. Donc, sur la base des risques déjà rencontrés par le passé. Pourquoi? Ben, pour avoir une visibilité claire au niveau du risque global de cette supply chain. La première chose à faire, c'est assez simple. La première chose à faire, simple, mais assez complexe en parallèle. Je vais vous m'expliquer. Ben, c'est une cartographie de sa supply chain. Ça veut dire quoi, une cartographie de sa supply chain? C'est l'idée derrière, c'est de complètement mapper ben, tous les fournisseurs que l'on a dans notre panel de gestion. Et ensuite, faire un état de santé de ces fournisseurs. D'accord? Mais ce qui est marrant ici, certaines entreprises vont dire que, bon, cette cartographie, ben, ça révèle un exercice sans fin. Pourquoi? Ben, tant les flux concernés évoluent à une vitesse grand V. En fonction de quoi? Ben, en fonction des nouveaux projets, de la nouvelle stratégie, etc. etc. Soit, c'est vrai. Mais, au lieu de reculer face à un tel chantier, eh ben, les entreprises doivent plutôt s'organiser au travers des processus métiers qu'ils ont. On va plus responsabiliser les achats, la supply chain, qui sont, eux, normalement, en charge du pilotage du panel des fournisseurs. On peut avoir des exceptions, mais aujourd'hui, les achats et la supply chain, ils sont en charge du pilotage du panel des fournisseurs. Donc, on va les responsabiliser. Donc, pour que l'analyse de risque soit robuste, il faut un pilote. Quand on le lance, l'idée est de détecter les points faibles au plus tôt et déployer les actions nécessaires pour éviter un problème inattendu et donc réduire la probabilité que cela n'apparaisse. Donc, on va travailler sur l'occurrence pour qu'elle disparaisse complètement. L'entreprise va identifier les fournisseurs et les sites concernés, donc les fournisseurs et les sites les plus critiques de cette supply chain, et estimer l'impact potentiel. Bien entendu, pour ce faire, l'entreprise doit avoir des catégories d'analyse bien définies pour que ce soit la plus pertinente possible. Ce que je vous ai mis ici, ce que vous voyez devant vous, c'est clairement des exemples de catégories de risques que l'on met en exergue dans une analyse de risque. Le premier, les risques capacitaires. D'accord? Le risque capacitaire, les moyens et l'être humain. D'accord? L'homme. On va avoir les risques logistiques et transport, les risques liés à la qualité, les changements industriels. On a changé de RP, on a réorganisé l'usine. Ça, c'est des risques qu'il faut complètement analyser. Les risques liés à la supply chain à proprement parler. J'ai changé d'un fournisseur X à un fournisseur Y. J'ai fait un transfert d'activité de la France vers la Chine. Ces analyses de risque doivent être prises. Cette analyse de risque doit être prise en compte. Vous avez également les risques environnementaux. Là, au sud de la France, on est en train de le subir en ce moment, avec le déluge. Une fois ces risques, que j'appelle endogènes, gérés, les entreprises doivent se pencher sur les risques qu'on appelle exogènes. Ceux qui révèlent de catastrophes naturelles ou géopolitiques. Donc là, il faut simplement trouver, c'est complexe, mais il faut trouver des solutions alternatives. Organiser une veille. Ça veut dire quoi, organiser une veille? Chercher ce qui se fait à côté. Faire du benchmark. Voir ce qui se fait ailleurs. Investiguer. Et donc, l'analyse de risque, c'est un déclencheur. C'est un moyen de pouvoir chercher ces solutions alternatives. Pour le Covid-19, par exemple, c'était malheureusement pas prévisible du tout. En revanche, aujourd'hui, on vit avec. Donc, il faut trouver des solutions alternatives pour minimiser les risques dans le court terme, mais également dans le moyen et long terme. Il faut clairement repenser ce supply chain, refaire une analyse de risque avec ce risque avéré. D'où l'importance de l'analyse de risque pour identifier ses priorités en prenant comme déclencheur les risques élevés. Une des solutions par rapport aux risques pandémiques qu'on a subis, épidémiques, et vous l'histoire des masques, à un moment donné, vers mars, en tout cas en France, il n'y en avait pas beaucoup de masques.
Donc, tout le monde s'est battu pour trouver des masques. Pourquoi? Ben parce que clairement, c'était fabriqué ce qu'on appelle dans des sites offshoring, la Chine. Et bien là, l'idée, l'une des solutions par rapport au risque pandémique, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est un exemple. Ben, c'est clairement la relocalisation, ou encore le double sourcing. Et bien, si l'analyse de risque est établie et elle est pertinente et détaillée, rappelez-vous, je vous ai dit deux mots importants tout au long de ce webinaire, transparence et détaillé. Si elle est clairement détaillée, eh bien, les solutions alternatives, en impliquant l'équipe pluridisciplinaire que je vous ai mentionnée plus tôt, eh bien, derrière, la solution peut être trouvée. Troisième pilier, eh bien, c'est la gestion des fournisseurs à proprement parler. Deux grands axes, la performance et les évaluations et audits. Là, les fournisseurs, ils ont intérêt à tout mettre en œuvre pour définir des indicateurs de performance pertinents et donc les objectifs associés, ce qu'on appelle la cible. C'est la partie que vous avez en haut à gauche, définir. Pour ça, eh bien, elles peuvent utiliser un outil que tout le monde connaît et qu'elles connaissent bien, les entreprises connaissent très bien. Les fameux KPI, Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés. Ça va permettre quoi? Eh bien, c'est simple, ça va permettre d'avoir un état des lieux à un instant T de leur performance. Et donc d'être régulièrement partagé avec ses clients et de ses clients internes, ses clients externes et les donneurs d'ordre. Ils peuvent clairement être mis en place selon les différents secteurs d'activité pour évaluer le service rendu au client final. Elles peuvent être mises en place pour vérifier la qualité des produits achetés, la qualité du produit interne, mais également de les surveiller pour suivre leur évolution dans le temps. Donc là, on part sur l'étape d'après. Mesurer. L'idée ici est de mesurer ces indicateurs de performance régulièrement, exemple mensuellement, afin de connaître la tendance et détecter le plus tôt possible des éventuels écarts et de prévenir le danger ou d'en limiter l'impact. Rappelez-vous d'une phrase. Pas d'amélioration sans mesure. D'accord? Donc définir, mesurer. Et ensuite quoi? C'est le plus important. On va définir et déployer un plan d'action lorsque ces performances n'ont pas atteint les objectifs ou lorsqu'il y a une détérioration des performances. Donc ici, les donneurs d'ordre vont systématiquement demander aux fournisseurs d'établir un plan d'action robuste, de le communiquer et de vérifier l'efficacité et la vitalité de ce plan d'action. Enfin, c'est clairement l'intérêt, à ce stade, c'est clairement de challenger les actions définies par le fournisseur et que les fournisseurs lancent une analyse cause-racine pour améliorer l'existence à ce stade. J'ai des indicateurs, j'ai défini une cible, j'ai pas atteint, je l'ai vérifié régulièrement, j'ai pas atteint ma cible, je mets un plan d'action pour revenir, pour trouver une solution par rapport à l'indicateur qui est en dessous de ma cible. Et bien, je lance un PDCA, Plan Do Check Act. Je lance une analyse cause-racine du type 8T9S, résolution de problèmes, du type 5 pourquoi, pour des problématiques simples. D'accord? Ça, c'est la performance, le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, les évaluations et les audits. Et bien, pour minimiser le risque de défaillance des fournisseurs clés, et bien, les donneurs d'ordre vont clairement investir dans des dispositifs d'évaluation à plusieurs niveaux. Au-delà du fait que l'ISO 9001 le préconise, ben, il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle une politique de surveillance qui mettra en exergue les types de surveillance à réaliser. D'accord? Aujourd'hui, il y en a une qui est systématiquement réalisée, l'audit qualité. Comme le font quasi systématiquement tous les acteurs industriels. Mais là, l'idée, on ne va pas se focaliser que sur l'audit qualité, pas que. On ne va pas se focaliser que sur le système de management de qualité. On va également lancer d'autres types d'audits, des audits de produits, des audits de conformité, des diagnostics industriels, des évaluations industrielles, des évaluations de maturité industrielle, pour avoir un panel d'audits assez conséquent qui couvre en fait tout notre périmètre, tout notre scope, tout notre
activité. Le but ici, c'est clairement de définir quels sont les déclencheurs pour lancer telle ou telle évaluation ou tel audit, ce qu'on appelle l'organisation. Ça peut être sur la base des indicateurs qu'on vient de voir, les fameux KPI, c'est un des déclencheurs d'un audit. Ça peut être également l'analyse de risque qu'on a vu précédemment. C'est également un des déclencheurs qui va nous permettre de décider quel type d'audit je vais réaliser, quel type de diagnostic, quel type d'évaluation je vais réaliser. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est important d'évaluer les fournisseurs pour mettre en exergue les opportunités d'amélioration et donc les aider à se développer et rester dans une approche d'amélioration continue. Donc, sur la base de la politique de surveillance, le donneur va établir un planning. Ce planning va être partagé. Et au regard de ce planning, on va réaliser ces audits et ces évaluations. Mais attention, le but n'est pas juste de donner une liste de non-conformités ou de gaps aux fournisseurs quand on réalise un audit ou une évaluation, mais vraiment de travailler avec eux pour combler ces gaps et comprendre là où les priorités doivent être définies. Je pense que tout le monde qui a travaillé dans l'industrie a vu un certain nombre de choses en audit, a suivi les audits. Souvent, on associe l'audit au mot subir. On a subi un audit. Et là, parce que, ça c'est mon point de vue, l'audit, à proprement parler, n'a pas été correctement réalisé. Quand on réalise un audit, on le fait de façon collaborative. Il faut que le fournisseur comprenne pourquoi on donne une non-conformité, pourquoi il y a un gap. Et c'est là où la valeur ajoutée de l'audit de l'évaluation. D'accord? Ensuite, même principe et l'indicateur, le fameux plan d'action qui devra être proposé, que ce soit au client interne ou au client externe, et surtout validé par ce dernier. Ce plan d'action devra être suivi par le client pour travailler en toute collaboration avec le fournisseur et les aider si nécessaire. Donc, je pense que vous avez compris que le plus important, c'est l'approche collaborative. Il faut partager et agréer les objectifs, les résultats, les plans d'action, tout en réalisant des réunions régulières pour suivre, améliorer l'existant avec le fournisseur. C'est le principe clé de la relation client-fournisseur. C'est bien de communiquer, mais le plus important, c'est de collaborer. Donc, s'il vous plaît, systématiquement, la corrélation est là. Développement fournisseur, collaboration. D'accord? On arrive sur la partie la plus importante de ce webinaire. C'est ce que vous avez devant vous. Ici, on va se focaliser sur trois choses. La formation, le guide et le fameux Go Luxi et coaching. Aujourd'hui, la formation et le savoir-faire est au cœur des différents débats. C'est la priorité de toutes les entreprises aujourd'hui. Donc oui, il est clairement essentiel d'évaluer, de surveiller les fournisseurs, mais il faut les accompagner. Ça passe par quoi? Ça passe par la formation. Il faut que l'industriel monte en compétence sur les méthodes et les outils à utiliser. Il faut que les fournisseurs soient formés sur les sujets où il y a potentiellement des gaps en termes d'expertise. Donc, un investissement de la part des fournisseurs est obligatoire. Un investissement de la part des clients est obligatoire. Un investissement des parties prenantes est obligatoire. C'est un point important pour accroître la compétence en interne. Alors, on le voit actuellement en France, avec l'aide de l'État à la formation, le fameux FNE. Dès qu'il y avait le confinement en mars, le FNE est apparu. Le FNE est apparu pour les gens qui étaient au chômage partiel pour pouvoir se former sur telle ou telle méthode, tel ou tel outil, tel ou tel sujet, telle ou telle thématique. Donc, vous voyez que la formation est importante. Deuxième point très important et pas le moindre, un guide, ou autrement dit, un manuel d'utilisation. Là,
soit ça vient du client, et je pense qu'il est plus important que ça vient du client, soit ça vient en interne, chez le fournisseur. Je m'explique. Aujourd'hui, on demande au fournisseur de déployer telle ou telle méthode, d'utiliser tel ou tel outil. On impose même parfois ces méthodes et ces outils. On impose des exigences à ces fournisseurs. Donc, il est important d'expliquer clairement, via un guide, un manuel d'utilisation, les meilleures façons de déployer ces méthodes et d'utiliser ces outils. On le voit également via les audits et les évaluations réalisées. Si le fournisseur, par exemple, découvre une méthode ou un outil, pourquoi ne pas lui donner toutes les billes pour qu'il puisse en connaître les tenants et les aboutissants? À l'aide du fameux manuel d'utilisation qui va expliquer en détail ce qu'il y a derrière les exigences, qui va expliquer clairement quelles sont les bonnes façons de déployer telle ou telle méthode, quelle est la meilleure façon d'utiliser cet outil. Le client a rédigé les exigences, ce serait bien que ce soit lui qui explique les attentes de ces exigences. Pour faire le lien avec les audits et les évaluations, on réalise souvent ce qu'on appelle un go look see ou du coaching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sur le terrain pour vérifier ce qui se passe concrètement sur les lignes de production, les laboratoires, les ateliers, etc. L'idée ici est de faire du coaching personnel. Le but, c'est de rendre clairement autonome le fournisseur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cascadé les exigences. C'est-à-dire, on a évalué le fournisseur, c'est très bien. Là, on accompagne le fournisseur. On développe le fournisseur. On travaille en toute collaboration avec le fournisseur. On va aller sur le terrain pour comprendre ses spécificités. On va aller sur le terrain pour comprendre la complexité qu'ils vivent au quotidien. Pour travailler en toute intelligence avec eux, pour pouvoir les aider et les guider à bon escient. Le nombre de fois où on a vu un industriel qui a essayé de déployer une méthode sans pour autant être formé, sans pour autant comprendre les tenants et les aboutissants de cette méthode, ça a été effectivement une catastrophe. Ça a été pas du tout structuré. C'est pour cette raison que l'accompagnement, que ces trois éléments de l'accompagnement sont fondamentaux. La formation, le manuel d'utilisation et le coaching. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il existe bien entendu clairement des spécificités pour toutes les entreprises. Donc, c'est important de faire systématiquement ce que j'appelle la boucle de retour. Ça veut dire quoi la boucle de retour? Ça veut dire qu'on est sur le point, on a vu comment ils travaillent, on a vu leur organisation, on a vu comment ils déploient tel ou tel outil par rapport à leur spécificité. Derrière, on fait un retour, une boucle de retour vers le manuel d'utilisation, vers la formation, pour les guider vers la bonne route, pour rajouter dans la formation de la customisation, de l'adaptation. J'adapte le contenu de la formation par rapport à ce qui se fait chez eux clairement. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au tout début de ce webinaire, on va parler le même langage. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est très simple. Plusieurs méthodes et outils ont déjà prouvé leur efficacité et leur robustesse. Partageons-les. Partageons-les, sécurisons toute notre supply chain en partageant toutes les bonnes pratiques. Donc, ce que je vous ai mis ici, vous avez 4 axes, et je vous ai mis une liste de méthodes et outils qui ont déjà prouvé leur efficacité. Pourquoi pas ne pas les utiliser? C'est vrai que certains font peur, je vous l'avoue. Quand on a déployé un certain nombre de ces outils dans le monde industriel, il y en a certains qui font très peur. Mais il y a un début à tout. Et quand on les vulgarise, c'est du bon sens paysan. C'est ce que j'appelle en anglais le bisou. Keep it simple. D'accord? Donc, pour la partie qualité, vous avez la fameuse analyse du risque ANDEC, qui, pour moi, est l'un des meilleurs outils et des outils les plus importants en termes de gestion qualité. L'ANDEC, l'analyse des modes de défaillance et leurs effets de qualité.
la cartographie des processus, le plan de contrôle et après certains outils statistiques de type SPC, en français maîtrise statistique des procédés, ou encore le MSA, ou en français l'aptitude des systèmes de mesure, etc., etc. Sur la partie délai, gestion des délais, ben, on intègre la gestion de production, la gestion capacitaire, la gestion des boulots d'étranglement, les fameux bottlenecks. D'accord? Sur la partie projet, je vous ai mis un certain nombre d'outils fondamentaux pour le déploiement de gestion de projet, les fameux SWOT, les fameux XBS, les Breakdown Structure, OBS, Organization Breakdown Structure, RBS, Resource Breakdown Structure, etc., etc. Tout ça va faire que, eh ben, on a des piliers. On a déjà un panel d'outils et de méthodes que je peux utiliser et qui ont déjà prouvé leur efficacité dans le temps. Et ensuite, vous avez ce que j'appelle les transverses. Ben, les transverses, c'est ce que je peux appliquer sur les trois autres axes. La résolution de problèmes. Je peux lancer un 8D 9S quand j'ai des problèmes de qualité. Je peux lancer un 8D 9S quand j'ai des problèmes de retard. L'amélioration continue. Systématiquement être dans une approche d'amélioration continue. Je déploie la batterie d'outils, lignes d'outils qualité qui vont me permettre de m'améliorer. Les lignes Six Sigma, c'est bien beau de déployer des lignes, c'est bien beau de déployer des Six Sigma, mais la meilleure chose, c'est de déployer les deux en parallèle. La PQP, Advanced Product Quality Planning, méthode qui a, comme je vous l'ai dit, prouvé son efficacité dans l'automobile depuis plusieurs années, qui est en train de prouver son efficacité dans l'aérospatial, en fait, qui a prouvé son efficacité dans l'aérospatial depuis 2012. Le DDMRP, Demand Driven MRP, donc qui est une méthode qui est en train de se déployer un peu partout maintenant, etc., etc. Et j'en passe. Et je serai ravi d'échanger avec vous par rapport à ces différentes méthodes en privé. Suite à l'événement qu'on a complètement vécu ces derniers temps, qu'on est toujours en train de vivre, d'étudier, ben, le plan de continuité d'activité, en fait, ça reste aujourd'hui l'une des solutions à mettre en exergue pour accentuer clairement la solidité de notre supply chain. Aujourd'hui, en fait, le plan de continuité d'activité, en fait, c'est un véritable levier de sortie de crise. Pourquoi? Eh ben, il va offrir, en fait, aux opérationnels un ensemble de solutions et d'actions qui va permettre, par rapport à un certain nombre de scénarios d'interruption, ben, identifier, en fait, les priorités sur lesquelles je dois mettre l'accent, que ce soit en interne ou en externe. Et c'est ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité. C'est suite à un diagnostic clairement établi de plan de continuité qu'on va se focaliser sur les thématiques à mettre en priorité. Ben, le but, c'est quoi? Ben, le but, c'est de relancer et de sécuriser l'activité. D'accord? Les axes sur lesquels ils vont être mis en exergue, c'est ce qu'on appelle encore une fois de la collaboration avec les fournisseurs. On va partager ce diagnostic de plan de continuité d'activité avec les fournisseurs et on va les développer autour de leurs priorités. On va travailler autour des activités qui ont de la valeur ajoutée et sur lesquelles il y a un gain important. Donc, un peu de publicité, on va vous proposer prochainement un webinaire sur ce fameux plan de continuité d'activité. D'accord? Donc, pour en savoir plus, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à ce webinaire. L'idée du plan de continuité d'activité, c'est de revenir à une activité optimale dans un contexte sanitaire dégradé. Et donc, derrière, pendant ce webinaire, on va échanger et discuter autour du plan de continuité d'activité proposé par France BD. Donc, pour finir, le développement fournisseur, c'est une stratégie d'entreprise. D'accord? Avec un objectif commun et partagé avec le fournisseur. N'oubliez pas, je vous ai dit des mots-clés dans le développement fournisseur. Transparence, collaboration. D'accord? C'est très important. C'est être systématiquement dans une approche d'amélioration continue. Et donc, visiter le site du fournisseur régulièrement. Et même faire, c'est vrai que maintenant on le voit, c'est compliqué d'aller visiter régulièrement des fournisseurs, faire des visios
pour des conférences téléphoniques, c'est regarder et voir en détail ce qui se passe afin de partager les bonnes pratiques avec eux, en toute transparence, et être dans une situation win-win, gagnante-gagnante. Le fournisseur est monté en compétence, il livre des produits et services de qualité dans les délais, et bien, ils sont contents, le client est content, tout le monde est satisfait. C'est le but d'un développement fournisseur en toute collaboration, en toute transparence. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire en ma compagnie. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à utiliser le fameux onglet questions-réponses que vous avez normalement au-dessus de votre écran et je tenterai d'y répondre. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Si, bien entendu, vous n'avez pas des questions qui arrivent là maintenant, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail, soit à contact@accence.com, soit à abdelmoumen.elfassi@accence.com. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. J'espère que vous l'avez énormément apprécié. Et j'attends vos questions, si vous en avez. Avec grand plaisir, Moustapha Lagat. Si vous n'arrivez pas à m'envoyer de mail, n'hésitez surtout pas à vous connecter sur ma page LinkedIn, Moumen El Fassi, et sur LinkedIn, on pourra également continuer à discuter. Oui, la présentation sera sur notre site internet. Pour répondre à Moustapha, notre présentation sera disponible sur notre site internet que vous pourrez télécharger. Et la vidéo également, l'enregistrement de ce webinaire sera également disponible sur notre site internet. Avec plaisir, Moustapha. Ben, écoutez, a priori, j'ai été très clair. Donc, pas de questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire ou des échanges en privé. Merci beaucoup. Au revoir. Si je ferme l'enregistrement, elle fait pas automatiquement.